RCN. Le son de la différence. Midi 30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue dans votre émission préférée, le micro déconfiné. Aujourd'hui, c'est un micro déconfiné qui sort un peu de sa retraite, un micro déconfiné spécial, Université d'été du Man. Et notre invité du jour y tiendra une conférence. Et avant ça, comme à notre habitude, on va commencer par un petit édito. Pour moi, l'amour est au final un sentiment égoïste. Patience avant de me lancer des anathèmes. Je vous prie de bien vouloir me laisser aller jusqu'au bout de ma péroraison. Par le mot égoïste, j'entends qu'il peut nous arriver de nous aimer à travers l'autre et justement, cet alter ego-là, ce sujet, à nos yeux, se réifie donc en objet de notre désir. Je me permets de vous parler d'amour car il me semble qu'il est l'essence, ou plutôt, devrais-je dire, l'essentiel au moteur de toute cause. Nos espoirs, nos idéaux, nos combats, nourris d'amour, apportent de la musicalité à l'inconsistance de nos êtres. Dès lors, la vie se fait allégorie d'un concerto. Dans ce monde globalisé, où lorsque l'argent s'exprime, la vérité se tait, dans cette symphonie de silence orchestrée par les puissants, menée à la baguette par des lobbies, il semble si pénible de trouver sa voix. Comment faire résonner son désaccord, dissonner lorsque la mélodie économique de marché joue faux? Comment ne pas se faire instrumentaliser, jouer sa partition à contretemps lorsque l'époque nous impose un rythme bancal? Même à 1000 contraints, rien ne nous oblige, tout nous contraint. Comme vous pouvez le constater, j'ose filer la métaphore musicale, mais j'aurais également pu me laisser aller à des jeux de mots un peu faciles en disant que pour certains, notre invité du jour a du flow. Mais cela sonnerait faux, car elle n'a pas, elle est du flow. Cécile, comment allez-vous ? Bonjour, je vais très bien, merci. Alors, donc vous serez présente ce lundi 12 juillet à Roville-aux-Chênes pour une conférence ayant pour thème dérèglement climatique et accroissement des inégalités. Comment répondre à ces deux embrasements ? L'écrivain Vauvenargues disait que la nécessité nous délivre de l'embarras du choix. Cécile Duflot, qu'est-ce qui vous embarrasse aujourd'hui ? Qu'est-ce qui m'embarrasse ? Le mot est un peu faible, du coup ça s'adapte pas à des choses très graves. Donc ce qui m'embarrasse, c'est que j'ai une tendinite du coude et que c'est très handicapant. Du coup je dois utiliser ma main gauche et en fait ça change la vie parce que ça ralentit tout. Ça ralentit de taper sur son ordinateur, ça ralentit tout. Voilà, donc ça m'embarrasse. Après il y a des choses qui me révoltent, il y a des choses qui m'attristent, mais embarrassé c'est pas très grave. Donc embarrassé on va dire c'est que j'ai une main gauche. Et plus qu'une main gauche. On y reviendra sur les choses qui vous révoltent. Je vais cette fois-ci emprunter une citation à Gandhi. Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'homme, mais pas assez pour assouvir son avidité. On a appris récemment que le patrimoine cumulé des 500 plus grandes fortunes de France a augmenté de 30% en un an, selon le magazine Challenge, qui a dénombré 109 milliardaires français cette année contre 95 l'an dernier. Dans le même temps, en 2021, on compte à peu près 10 millions de pauvres en France. Est-ce que ces chiffres sont éloquents pour vous ? Bien sûr qu'ils sont éloquents. Ils signent une tendance qu'Oxfam pointe de longue date, qui est l'aggravation des inégalités. Et cette aggravation des inégalités se fait essentiellement au profit des plus riches, des ultra riches. Donc ces 16 nouveaux milliardaires, en fait, ils vont de pair avec le fait que la fortune de ceux qui étaient déjà milliardaires s'est accrue de façon très importante dans cette période de pandémie où, dans le même temps, beaucoup de Français, et notamment de Françaises, ont basculé dans la pauvreté. Il y a aujourd'hui un Français sur 8 qui a recours à l'aide alimentaire pour se nourrir. On voit bien que c'est absolument invraisemblable et pas croyable, mais ce qu'il faut dire, c'est que tout ça, c'est pas une fatalité. C'est le résultat de choix ou de non-choix politiques. Alors, selon l'un de vos rapports à l'Oxfam, en janvier 2020, quelqu'un qui aurait économisé l'équivalent de 8 000 euros par jour depuis le 14 juillet 1789 n'arriverait même pas aujourd'hui à 1% de la fortune de Bernard Arnault, qui est de 152 milliards d'euros à l'heure où on se parle. C'est quoi être pauvre en France ?
Alors, quand on réfléchit sur la pauvreté, il y a plusieurs choses. Il y a la pauvreté monétaire, donc il y a des seuils qui sont définis, mais il y a aussi le fait de ne pas pouvoir avoir accès à un certain nombre de services publics. On a entendu, le débat avait été lancé par une formule d'un ancien président de la République, que par exemple, on pouvait lire la pauvreté sur la dentition, parce que les soins dentaires peuvent coûter très cher, et donc quand on est pauvre, et ben parfois on ne se fait pas soigner certaines dents. Donc il y a à la fois ce qu'on a chaque mois, et puis aussi le capital dont on dispose pour avoir accès à la culture, pour avoir accès à l'éducation. Donc c'est cette approche globale qu'il faut avoir de la pauvreté pour lutter contre efficacement. Donc, par la référence aux soins dentaires, vous évoquez sûrement la citation de François Hollande sur les 100 dents. Oui, en fait, on peut disserter mille fois pour savoir si elle est vraie, pas vraie, etc. En tout cas, elle dit une chose très juste. Elle dit le fait que ceux à qui il manque des dents, qui n'ont pas les moyens d'avoir des implants, des couronnes, ben, ce sont les moins riches. Donc la pauvreté, en tout cas, c'est une réalité en France. La réalité aussi, c'est qu'elle s'est accrue, ce que montre l'INSEE pendant ce quinquennat. Et la réalité, c'est que si elle s'est accrue, c'est parce qu'il y a eu des décisions, notamment en matière de politique fiscale, qui ont contribué à cette situation. Alors, quel lien vous faites entre écologie et pauvreté? Alors le lien qu'on fait entre écologie et pauvreté, il est très simple. Et il a été publié dans un rapport qui est sur notre site. Je veux dire que tous les chiffres que je cite sont tous documentés et qu'on peut les retrouver sur le site d'Oxfam, www.oxfamfrance.org. Et ce chiffre, c'est l'analyse des inégalités d'émissions. On a montré que en 2020, 52% de la population, en 2019, 52% des émissions de gaz à effet de serre sont le fait des 10% les plus riches de la planète. Et qu'à l'inverse, les 50% les plus pauvres émettent moins de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a une inégalité dans les émissions, et ces inégalités se retrouvent aussi au niveau national. Ce sont les plus riches qui émettent le plus d'émissions de gaz à effet de serre, et qu'en revanche, ceux qui en vivent les conséquences, ce sont les plus pauvres. En particulier, aujourd'hui, ceux qui vivent de façon très violente les premières conséquences du dérèglement climatique, c'est la population du Sahel, où la sécheresse augmente, et cette population est aussi une des populations les plus pauvres au monde. On va y revenir aussi. Parlons un peu de vous. On va se projeter un peu dans votre enfance. Quel était votre rapport à l'écologie quand vous étiez enfant? Vous dites souvent que votre mère était écolo et votre père pas du tout. Donc vous avez pu assister à des débats enflammés avec arguments, contre-arguments. Vous, quelle était votre position à cette époque-là? Alors en fait, c'est ça qui était intéressant. D'abord, ma mère était écologiste à une époque où peu l'était, donc c'était plus seulement. Et parce que ma mère est une scientifique, c'est vraiment une pure scientifique. Elle était prof de physique-chimie, passionnée aussi par la biologie, et donc c'était sa réflexion personnelle et ses lectures qui l'avaient conduite à devenir écologiste. Mon père était plus classique, on va dire, et du coup, ça m'a obligée à me forger mon propre avis, parce que quand vos deux parents sont pas d'accord, vous réfléchissez et vous lisez, et c'est ce que j'ai fait, et je suis devenue une écologiste convaincue en lisant, en étudiant les travaux des scientifiques, et puis aussi de certains économistes. Donc, mon enfance, c'est ça, mais c'est aussi du coup l'écologie au quotidien, parce que quand même, ma mère imposait un certain nombre de choses sur notre alimentation, sur le recyclage des déchets à une époque où c'était pas à la mode. Voilà, ça fait partie ça fait partie de mon histoire d'enfance. Vous avez évoqué donc votre mère écologiste, vos parents étaient syndicalistes. Parfois vous parlez d'odeur de colle qu'il y avait parce qu'à l'époque on pouvait pas imprimer, c'est ça, on pouvait pas pour coller les. C'était pas l'odeur de la colle, c'était l'odeur de l'alcool à brûler, parce qu'en fait on renéotypait les tracts, c'est-à-dire qu'on les passait dans une machine à alcool qui permettait d'imprimer des tracts. Il n'y avait pas de photocopieuse, et c'est une machine avec une manivelle et avec une odeur caractéristique, celle de l'alcool à brûler. Et pendant cette enfance-là, enfin en tout cas cette jeunesse, vous avez fait partie des jeunesses ouvrières chrétiennes, de la Ligue de la protection des oiseaux. Vous avez enchaîné aussi pas mal de petits boulots comme testeuse de médicaments, du babysitting, du télémarketing. Est-ce que toutes ces expériences-là vous ont forgé en tant que personnalité politique? Forcément, nos expériences personnelles contribuent à notre compréhension du monde. Et donc, une partie de ma compréhension du monde a été, mais c'était un choix de mes parents, c'était de faire en sorte que je contribue assez largement, voire très majoritairement, à financer mes études par moi-même. Du coup, j'ai rencontré ceux qui travaillent dans les petits boulots parce qu'ils en ont besoin, à une époque où
c'était, j'allais dire, aussi difficile qu'aujourd'hui. En fait, c'était déjà après la période de chômage, donc il y avait des gens qui étaient plus âgés que moi, qui avaient des périodes de chômage, qui devaient subvenir aux besoins de leur famille, qui faisaient des boulots pas toujours ni très gratifiants ni très valorisés, avec une pression très forte. Après, moi, j'ai continué les études et j'ai eu la chance d'avoir une activité professionnelle qui correspondait aussi à ce que je souhaitais, puisque j'ai fait des choix d'engagement. Mais je crois que je garde beaucoup de cette période parce que je considère que ça a contribué à faire celle que je suis aujourd'hui. Vous parlez de chômage. Est-ce que vous avez un mot à dire sur la réforme du chômage qui a été retoquée, mais qui a failli passer quel est votre commentaire sur cette actualité-là? Qu'elle est injuste. Elle est injuste. Et puis alors, c'était fou parce que heureusement qu'elle a été reportée. On voyait qu'elle avait un impact très direct sur les femmes qui avaient eu des congés maternité. Quand on y réfléchit, enfin, être en régression sur cette question-là, en 2021, c'est totalement inacceptable. Et que ceux qui vivent déjà la précarité, notamment tous ceux qui enchaînent les petits contrats, qui se retrouvent confrontés aux difficultés de cette réforme en parallèle avec la baisse des APL, etc. Enfin, on parlait tout à l'heure de l'augmentation de la précarité et de la pauvreté, ben on voit bien qu'il y a des raisons de décision de politique publique derrière. Alors que pensez-vous des solutions comme celles que préconisent des économistes tels que Bernard Friot ou Frédéric Lordon quand ils parlent notamment du salaire inconditionnel rattaché à la personne? Est-ce que vous, ce sont des choses qui vous parlent? Alors, il y a tout le débat autour du revenu universel, de comment on partage les richesses, c'est pour moi un débat très intéressant. Nous, ce qu'on défend à Oxfam, c'est qu'il y ait un minimum en deçà duquel personne ne descend. C'est assez simple, un plancher, et qui soit pas au niveau actuel, qui est un niveau qui permet pas de pouvoir, même quand on a le RSA, se nourrir correctement, et que ça, c'est permis, enfin, le niveau de richesse dont dispose notre pays permet cette redistribution et permet d'assurer un minimum à chacun. Mais ce qui est intéressant, c'est que les travaux d'Esther Duflo, une des rares prix Nobel françaises, ont montré que, en fait, quand on donne aux pauvres les moyens de sortir de la pauvreté, eh ben, ils vont plus vite pour trouver le chemin de leur émancipation, d'une activité, etc. En fait, quand on sécurise les gens, ils sont capables de se projeter. Mais comme le disait le président de l'AFNAR, ça coûte très cher d'être pauvre. C'est-à-dire que c'est une obsession quotidienne. Et par exemple, quand on dit mais on peut acheter en avance pour se nourrir, bah non, en fait, quand vous devez acheter votre nourriture dès le début du mois, bah vous achetez des boîtes de conserve qui se conservent plutôt que des produits frais qui vont se périmer. Et du coup, tout s'enchaîne. On parlait tout à l'heure de quels sont les éléments de la pauvreté. Bah, c'est aussi de ne pas avoir le choix dans ce qu'on mange et de pouvoir parfois manger des produits de moins bonne qualité nutritionnelle. Donc, avoir cette approche-là d'un minimum assuré à tous et toutes, qui est un minimum qui permet de vivre normalement, j'allais dire, de subvenir à ses besoins fondamentaux, pour moi, c'est une nécessité. Ce sont des travaux qui rejoignent un peu ceux de Michael Zemmour, par exemple, qui dit que lorsqu'on a un peu plus d'argent, on est mieux préparé pour les entretiens d'embauche, et cela aussi change le rapport face au patronat dans notre système actuel, quoi. Exactement, exactement. Et en fait, on voit que c'est bénéfique, ce que je le dis, c'est des travaux d'Esther Duflo qui sont très clairs sur le sujet et qui montrent qu'en fait, ce revenu garanti, en fait, les gens améliorent leur quotidien à peu près pour un tiers de leurs ressources. Ils investissent pour l'avenir, ils font des choix, par exemple, d'acquisition d'objets ou de matériaux plus solides, et le troisième tiers, ils l'épargnent. Et donc, c'est vraiment, ça va à l'encontre de tous ceux qui ont une vision très méprisante finalement des pauvres en disant que s'ils sont pauvres, c'est de leur faute et que du coup, il faut décider pour eux de comment on doit dépenser leur argent et du coup, avec des bons pour ceci, des bons pour cela, ce qui, au-delà d'enlever toute l'attitude et qui attaque le respect qu'on doit à chaque individu, est pas efficace. Puis, il faut aussi voir à quel point la pauvreté comme la richesse se reproduisent dans notre pays. La moitié des milliardaires dont on parle là, dont on parlait tout à l'heure, sont des enfants de milliardaires. À l'inverse, quand on est dans une famille pauvre, il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté. Ça renvoie un peu aux travaux de Bourdieu, Les Héritiers par exemple, où on voit qu'il y a vraiment une reproduction sociale dans les différentes castes de notre société. Pour revenir un peu à vous, est-ce que vous avez un souvenir de l'une de vos premières prises de conscience quant à l'urgence économique? L'urgence écologique? Écologique, autant pour moi. Bah moi, j'ai l'impression que je vous l'ai dit, que je l'ai reçue même pas dans le biberon, mais au sein de ma mère, en fait, cette prise de conscience-là. Donc, je saurais pas vous dater un élément majeur, mais une chose qui, par exemple, qui me
me peine et qui me marque, c'est que j'ai passé une grande partie de mon enfance dans le Vercors à faire du ski de fond. Et en fait, je continue d'aller dans cet endroit-là, mais les panneaux des pistes ont été démontés. Il n'y a plus jamais de neige, quasiment plus, à l'endroit où je skiais tous les hivers. Et donc, il y a comme une sorte de petit paradis perdu. Alors, c'est pas une grande station de ski du tout. Au contraire, c'était un environnement complètement naturel. C'est les hauts plateaux du Vercors. Et de me dire, je verrai plus cet endroit sous la neige comme avant, il y a une sorte de nostalgie. Ça veut dire quoi être écologiste en 2021 ? Vous voulez peut-être que je répète ma question. Je disais, qu'est-ce que ça veut dire être écologiste en 2021 ? Qu'est-ce que ça veut dire être écologiste en 2021 ? Ça veut dire être conscient qu'on a face à nous une catastrophe climatique majeure, qu'on peut encore limiter dans ses effets, qu'on ne pourra pas empêcher. Le dérèglement climatique a franchi un stade qu'on ne pourra pas l'empêcher. Donc, il faut travailler sur l'adaptation. On voit ce qui s'est passé au Canada avec ce pic de chaleur durable. On vit pas dans des villes qui sont préparées à des 45 degrés, voire plus. Et donc, il faut s'y préparer, mais il faut aussi agir de manière extrêmement radicale et dès maintenant. Et comment agir quand on vit dans un monde ultra-capitaliste et comment éviter aussi surtout le greenwashing ? Alors, je pense que c'est une vraie interrogation. C'est une interrogation que j'ai. Je me demande, est-ce que c'est du déni? Est-ce que c'est de la lâcheté? Ou est-ce que c'est de l'aveuglement? En fait, j'ai un peu ces trois options. Et je pense que pour certains, c'est de la lâcheté. Et que face à la lâcheté, la seule bonne réponse, c'est le courage. Donc, il faut qu'il y ait du courage, et pas du courage individuel, mais du courage de ceux qui décident les politiques publiques. Parce que c'est là où je trouve que c'est intéressant. Carbone 4 a fait une étude passionnante qui montre que même si on était tous exemplaires dans nos modes de transport, dans nos modes de consommation, aujourd'hui, on atteindrait que un quart des objectifs de diminution de la baisse des gaz à effet de serre qu'on doit atteindre dans le cadre de l'accord de Paris. Les trois quarts dépendent de politiques publiques. Donc, il faut que nos dirigeants aient le courage d'agir. Et il faut donc qu'on les choisisse bien et qu'on leur donne ce courage, voire qu'on les contraigne à ce courage. Alors, pourquoi vous n'avez pas été nommé sous Monsieur Ayrault, ministre de l'écologie ? Est-ce que c'est à cause de vos positions assez fermes, notamment sur non. Alors d'abord, non, moi j'ai été nommée ministre en 2012 en charge de l'égalité des territoires et du logement. Et à l'époque, il y avait aussi cette réflexion, et je continue de penser que c'était juste, que l'écologie, ça c'est pas uniquement le ministère de l'écologie. On a une des principales sources des émissions de gaz à effet de serre, c'est le bâtiment, le logement. Et 70% des logements dans lesquels on vivra en 2040 sont déjà construits. Donc par exemple, l'enjeu d'économiser l'énergie dans les bâtiments est un enjeu totalement écologique. Et que donc, ça pouvait être une bonne idée d'avoir une écologiste en charge de ce ministère. Et quel bilan vous tirez de cette expérience-là ? C'est nuancé. J'ai écrit un livre pour en tirer le bilan, parce que ça me semblait honnête de le faire, qui s'appelle « De l'intérieur, voyage au pays de la désillusion ». Le titre dit un peu la suite. Et qu'on peut trouver sur le site Recycle Livre pour 5 €, livraison comprise. En plus, en faisant une bonne action, parce que c'est une association qui utilise ses bénéfices en direction d'autres associations. Je tire le bilan positif, qui est qu'en fait, quand je parlais d'absence de fatalité, cette absence de fatalité, elle est réelle. C'est-à-dire que si on veut utiliser les clés de la puissance publique et de l'action politique, on peut. On a fait voter la loi Allure qui a mis en place l'encadrement des loyers. Il n'y avait pas eu de régulation des loyers depuis les années 80 et ça a fonctionné. Alors ça a été suspendu, c'est revenu, mais ça a fonctionné. Et donc pour moi, ça m'a conforté dans l'idée que la politique permet d'agir. Après, ça m'a aussi conforté dans l'idée, plus exactement, ça m'a révélé de façon très nette, et c'est le même bilan que Nicolas Hulot tirera après, que sans cap écologiste donné à la tête du gouvernement par le Premier ministre ou par le Président de la République, quelles que soient les qualités des ministres de l'écologie, on n'arrive à rien. Alors, est-ce qu'on peut être vraiment efficace dans les actions et tenir un cap dans un gouvernement assez libéral au final ? Non, justement, c'est ce que je vous dis. S'il n'y a pas un cap écologiste qui est donné par le Premier ministre ou le Président de la République, ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment à la tête de l'État qu'il faut que cette conscience et cette conviction et ce courage soient à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent dans la vie de ministre ?
Il y a une seule chose qui me manque, c'est que quand on est ministre, on a quand même le sentiment de pouvoir changer réellement la vie des gens par sa propre action. Quand je croisais des gens dans la rue qui me disaient, grâce à vous, j'ai récupéré 200 euros par mois et je me suis inscrite à la salsa avec mon mari, ben, j'étais contente. Voilà. C'est ça, oui, ça peut me manquer. Mais ensuite, je sais que c'est pas la vie de ministre, c'est ministre dans un gouvernement où on vous laisse agir. Être ministre pour être ministre, et ce qu'on voit ces derniers mois, voire ces dernières années avec les ministres du gouvernement actuel, c'est qu'en fait, ils ont peu, voire pas du tout de marge de manœuvre. Qu'est-ce qui vous manque le moins? Ce qui me manque le moins, c'est la prise en charge, j'allais dire. Comme vous avez un emploi du temps assez contraint, tout le monde dit les voitures avec chauffeur, mais en fait, moi, j'avais un peu le sentiment d'être en prison, c'est excessif, mais il y avait tout le temps quelqu'un sur mes talons, donc je faisais pas vraiment ce que je voulais. Et je pense que j'ai un caractère assez libre et du coup, c'était un peu compliqué. Comment rester intègre, sur le long terme, quand on fait de la politique et qu'on fait partie justement d'un gouvernement qui ne suit pas trop ce qu'on préconise, et aussi avec une forme d'embourgeoisement, le confort, les privilèges du quotidien. À quel moment on peut garder la tête sur les épaules? On voit des exemples de personnes qui ont des parcours un peu sinueux, comme Manuel Valls ou Barbara Pompili, François de Rugy. Comment on fait pour rester intègre? Est-ce qu'on peut considérer que je n'ai pas suivi ce type de parcours? Bien sûr. Je sais pas comment on fait, je sais comment j'ai fait moi. D'abord, je suis partie en reprenant cette formule de Gambetta. Je ne suis plus en communion de valeurs et d'espérance avec le gouvernement dans lequel on me proposait d'être. Donc, je suis partie. Et puis, après, je pense que chacun doit avoir une sorte de vertébration interne, de savoir pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il veut y faire, pas seulement d'occuper des postes, parce que finalement, occuper des postes, c'est pas si compliqué que ça, et pour ceux qui se battent comme des acharnés, mais ça sert à rien. Et puis aussi, c'est souvent dit, mais pouvoir se regarder dans la glace. Moi, j'aimerais pas être à la place de certains, c'est ce que j'ai dit. J'ai perdu des élections, ça m'est arrivé souvent dans ma vie. Et les dernières, c'était assez douloureux, mais je préfère perdre comme j'ai perdu que gagner comme d'autres ont gagné. On assiste parfois aussi à une individualisation des problèmes écologiques dans les médias. Certains culpabilisent les individus. C'est un peu ça aussi la base du mouvement des Gilets jaunes. On a aussi des personnalités telles que Pierre Rabhi qui nous parle de la légende du colibri. Quel est votre point de vue là-dessus? Sur le colibri, l'histoire est jolie, chacun fait sa part, mais il y a une autre histoire du colibri où le colibri se fait engueuler par l'éléphant qui lui dit, toi qui es un oiseau, monte en haut, dis-nous d'où vient le feu, qu'on s'organise et que on puisse chacun faire là où on est le plus utile. Et le colibri répond, ah non, moi je fais pas de politique. Donc j'aime bien les deux histoires du colibri. Et je crois en la politique parce que je crois en l'organisation collective et je pense qu'on en a besoin et que c'est aussi ça qui nous donne une forme d'espérance parce que chacun seul, même richissime, peut pas faire face à tous les enjeux de la vie et la pandémie qu'on vient de traverser nous l'a bien montré. Si on veut avoir des services hospitaliers de qualité, ça passe par la solidarité. Alors, vous pouvez payer. Moi, j'ai payé pour des hôpitaux et personne dans ma famille proche n'a été malade. Mais je suis très contente. D'abord, je suis très contente que personne n'ait été malade. Et je trouve ça très bien que si quelqu'un avait été malade, j'aurais pu bénéficier de la solidarité des autres. Donc, dans le sens inverse, je contribue par mes impôts à cette solidarité-là. Comment s'organiser pour avoir, du coup, une action efficace aujourd'hui ? Comment s'organiser pour avoir une action efficace? Moi, je pense qu'il faut vraiment travailler sur la question de qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Pas uniquement la question de l'incarnation, de la machine, etc., mais concrètement, c'est quoi? Typiquement, il y a un sujet avec les voitures, on a bien vu le poids des SUV, etc. En fait, on a vu aussi que quand on laisse des citoyens discuter entre eux, ils disent, on va interdire la vente de véhicules au-delà d'un certain poids. Bon, alors là, les lobbies s'en sont mêlés et c'est tombé à l'eau, mais en fait, on voit bien que quand on en discute, on peut trouver des solutions. On va parler un peu du féminisme. C'est l'une des causes pour lesquelles on vous connaît, notamment ce fameux épisode à l'Assemblée nationale sur lequel on ne va pas revenir. Qu'est-ce que justement cet épisode-là dit de l'état de la lutte féministe dans les plus hautes instances de pouvoir de ce pays ?
Ça dit que c'est un combat qui est toujours actuel et qui est un combat qui, je ne sais pas s'il finira un jour, mais il y a encore du temps avant qu'il finisse. Ce qu'il dit aussi, c'est qu'on peut faire reculer certaines choses. Je pense que plus aucune femme maintenant se fera siffler à cause de sa tenue dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale ou du Sénat, parce qu'il y a eu cette histoire qui d'ailleurs m'a un peu échappé. Donc je pense qu'il faut jamais relâcher la pression sur ces sujets. Avant de terminer cette émission, encore 2 questions. Donc, je rappelle que le lundi prochain, lundi 12 juillet, vous serez à la conférence du MAN, donc le mouvement pour une alternative non violente. Justement, en parlant de violence, quelle est votre définition de la violence ? Oh, c'est une grave question. Je crois que la violence, c'est ce qui blesse. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle peut prendre plein de formes, mais c'est ce qui blesse l'autre. Et c'est ce qui, en général, provoque elle aussi une réaction violente. Et donc souvent, la violence, c'est une escalade. Voilà ce que serait ma définition, qui n'est pas très philosophique. Mais... À quel moment on peut parler de violence symbolique ? Quand ça fait mal. Quand ça fait mal, c'est-à-dire que quand vous pouvez représenter, par exemple... je me souviens de cette histoire parce qu'on parlait de féminisme de la première femme et la seule d'ailleurs qui jusqu'aujourd'hui a été première ministre, Édith Cresson, qui était représentée dans les marionnettes des Guignols, enfin pas des Guignols, du bébé de show à l'époque, comme une espèce de panthère lascive accrochée à François Mitterrand, ridicule, etc. C'est une représentation symbolique, peut-être même humoristique, mais elle est violente. Elle est violente pour cette femme, mais elle est violente pour toutes les femmes en fait, parce qu'elle introduisait l'idée qu'une femme qui occupait un haut poste de responsabilité était forcément une courtisane. Est-ce qu'il faut confronter le pouvoir à sa propre violence et comment ? Oui, parce que je pense qu'on sort de la violence par le dialogue. Et le dialogue, ça nécessite d'accepter d'écouter d'abord. C'est pas seulement émettre quelque chose, c'est aussi écouter. C'est comme ça que se tisse le dialogue. Et que donc, pour ce qui est de l'exercice du pouvoir, il faut pas avoir peur de poser les faits qui montrent que cette violence existe. Et il faut que le pouvoir, quel qu'il soit capable de l'entendre. C'est pour ça que je pense que le contre-pouvoir fait partie de l'exercice du pouvoir. Est-ce que vous avez un dernier mot, une bouteille à la mer pour les jeunes générations qui nous écoutent et qui veulent s'engager dans ce combat, dans cette lutte et qui sont pourtant enveloppés dans un monde capitaliste ? J'aurais un mot qui est que, en fait, ma petite devise personnelle, elle vient d'une série télévisée des années 80 ou 90, peut-être même avant, qui dit « sans essayer n'aucun succès ». C'est plein de phrases disent un peu la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, les seuls combats perdus, c'est les combats qu'on mène pas, donc il faut pas baisser les bras. Et l'autre élément que je voudrais dire, c'est que moi, qui suis donc maintenant une vieille militante, j'ai 46 ans, on se nourrit aussi, on vit des choses plus exaltantes, plus enrichissantes, plus excitantes, en partageant des combats avec d'autres qu'en déroulant simplement sa petite vie dans son coin. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Donc, je ne pourrais que encourager d'autres à vivre aussi ces moments qui sont des moments de fièvre positive. Et on revient à la notion que j'abordais en préambule, c'est la notion d'amour, un peu, finalement, c'est ce qui Exactement. Pousse. Ah, mais la seule chose qui importe, c'est d'aimer et d'être aimé. Et parfois, on peut aimer les gens avec qui on mène des combats. Et parfois même, on peut gagner, et ça, c'est encore plus chouette. Merci beaucoup Cécile Duflot. Je rappelle que vous serez présente pour une conférence le 12 juillet prochain, donc à Roville aux Chênes, pour le forum l'Université d'été du MAN. Merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org